Et on va commencer fort avec le sport le plus engagé qui soit à l'heure actuelle, le base jump. Base, B-A-S-E, 4 initiales qui signifient en anglais building, antenna, span, bridge et earth. Qu'il s'agisse de gratte-ciel, d'antennes de télécommunications, de ponts suspendus ou bien encore de falaises, tout est bon pour effectuer un magistral saut de l'ange avec pour seule assurance vie un parachute. Certains font encore plus fort. Ils sautent d'un hélicoptère sans parachute. À la place, un simple skateboard. Et dans le même genre de délire, vous verrez aussi quelques allumés voler littéralement à plusieurs mètres au-dessus d'une ribambelle de voitures. Et ça, seule une poignée de skateurs dans le monde en sont capables. Ensuite, nous vous emmènerons dans le désert, en compagnie de pilotes de motocross déjantés qui adorent se lâcher dans les dunes. Et puis bien sûr, on ne pouvait pas oublier de vous parler du père de tous les sports de glisse, le surf. D'autant qu'aujourd'hui, les meilleurs surfeurs n'hésitent plus désormais à aller affronter des vagues immenses, hautes comme des immeubles de 4 étages, parfois au péril de leur vie. Et nous vous montrerons quelques tranches de vie, d'ailleurs, de ceux qui ont décidé de s'installer à la Mecque du surf, Hawaï. Cette population vit par et surtout pour le surf. Enfin, tout sport confondu, nous vous montrerons les figures les plus spectaculaires. Et si vous n'avez pas encore le tournis, nous terminerons cette émission à fond, car la vitesse, ça grise. Et c'est pas Peggy qui va dire le contraire, car elle, la vitesse, elle aime ça. Peggy Boucher, quand je vous disais que cette femme était une aventurière, ce qu'elle vient de réaliser, c'est pas rien. 49 jours de traversée toute seule, au milieu des tempêtes, sur une frêle embarcation de 8 mètres de long, sur seulement 1,40 m de large. Voilà l'exploit qu'elle a réalisé, traverser l'Atlantique en solitaire à la rame. Et tout au long de cette émission, elle va bien sûr nous faire part de cette expérience, mais bien évidemment nous parler aussi de son amour de la mer, de son goût pour l'extrême, de sa façon également de gérer les risques et d'affronter le danger. Car il y en a dans une telle aventure. Alors Peggy, la question, la première qui me vient à l'esprit, faut-il être fou pour réaliser ce genre de raid ? Non, je pense pas que la folie ait sa place dans une aventure comme celle-ci, ni l'inconscience ni le hasard, parce que c'est énormément de préparation, avec une succession de listes, de détails, d'études, de modifications. Et je crois que, bon, évidemment, à l'aventure, il y a des risques et on essaye de les minimiser, mais les risques zéro n'existent pas. Concrètement, ça représente combien de temps de préparation pour minimiser tous ces risques, justement ? Il y a 1 an de préparation et c'est 1 an inclus les recherches de financement. Après, c'est les études pour les modifications du bateau, c'est la mise en chantier du bateau, c'est tout ce qui est avitaillement, choix d'électronique, l'installation, les essais, les tests. Alors, tu disais fort justement que le risque zéro n'existe pas, c'est vrai en sport comme dans bien d'autres matières. Et justement, c'est finalement la preuve dans cette traversée, puisque finalement, c'était ta 2e tentative. Oui, parce que la première, après 79 jours de mer et quelques 5000 km parcourus à bout de bras, j'ai chaviré la veille de l'arrivée parce qu'il y avait des creux de 6-7 mètres et lors du chavirage, les panneaux, enfin les hublots étaient ouverts et de ce fait, le bateau à l'envers s'est rempli d'eau et je ne pouvais pas le remettre à l'endroit. On a peur dans un moment comme celui-là ? Oui, là, dans ces cas-là, on pense au pire, c'est-à-dire à la mort, évidemment, et puis faut l'assumer d'un autre côté. Mais c'est vrai que ça a été 9 heures d'attente assise sur la carène en attendant les secours. Alors voilà justement un sport, et c'est par celui-là qu'on va commencer, car il est bien certainement un des plus extrêmes à l'heure actuelle, c'est le base jump. Car pour dire les choses franchement, là on côtoie effectivement la peur, car il y a un danger réel et un danger de mort. Car il faut bien comprendre qu'un base jumper, à partir du moment où il s'élance, il ne bénéficie que d'un temps très court, une petite poignée de secondes, pas plus, pour profiter de son saut, réaliser quelques figures, voire même des cascades, enfin tout ce qu'il désire. Et ensuite, il faut très vite déclencher l'ouverture de son parachute et espérer que la voile ne s'en mêle pas, qu'elle vole et qu'il puisse atterrir dans de bonnes conditions. Sinon, en jargon de parachutiste, c'est l'impact. Le base jump est la forme la plus concentrée d'adrénaline que s'est inventé l'homme ces dernières années. Il s'agit de sauter d'une falaise, d'un pont, d'un immeuble avec un parachute. Temps de chute très court, risque important. Seule une poignée de spécialistes dans le monde ont le niveau pour sauter de la sorte. On ne peut pas parler de base jump sans évoquer Patrick de Gaillardon. Même s'il n'était pas fondamentalement un base jumper, il a été un des premiers à médiatiser, à expliquer ses sauts. Le saut le plus impressionnant, c'est le Salto del Ángel au Venezuela, 900 mètres de paroi, que Jacques Malnuit, le spécialiste en France du base jump, connaît bien. C'est un endroit mythique qui est difficile à sauter puisque bon, il y a toute une organisation sur place de Vénézuéliens où on peut pas échapper, on peut pas y aller en pirate. Et autrement, c'est un beau saut, c'est vrai, mais le poser est très difficile.
Patrick de Gaillardon a disparu l'an passé en testant un nouveau type de combinaison. Plus la recherche d'adrénaline est forte, plus il y a de travail derrière, comme pour l'un des sauts les plus effarants de l'histoire, avec le nid d'Hirondelle au Mexique, une caverne de 350 mètres de profondeur dans laquelle Patrick va plonger. 3 semaines de préparation et de tests. Je pars d'un hélicoptère à peu près à 6 secondes au-dessus, c'est presque 160 mètres au-dessus. 6 secondes de chute, on rentre, on passe au niveau des copains à 120 à l'heure, on est à 300 mètres du fond ou 350 mètres du fond. On fait 3 secondes de chute à l'intérieur du gouffre pour dégager des parois qui sont relativement étroites à l'entrée. Et après on peut ouvrir, mais pour faire une ouverture, on est qu'à 150 mètres du sol, c'est-à-dire à 3 secondes de l'impact. Voyons maintenant un peu l'envers du décor. Quelque part dans le Vercors, Jacques Malnuit et ses amis partent pour une marche d'approche. Il fait -5. La paroi de laquelle ils veulent se lancer, ils la connaissent bien, mais ils vont encore la repérer pendant plusieurs heures. Zou vient de passer la quarantaine, mais son professionnalisme l'a conduit à réaliser les cascades du James Bond GoldenEye. Et voici un document de travail assez exceptionnel. Jacques va sauter en moto en base jump pour ensuite simuler une rentrée dans l'avion. C'est vrai que je devais être en accord, le timing en accord avec l'avion. Et c'est bon, un coup j'étais trop en avance, un coup trop en retard. Et j'avais l'avion dans le dos ou presque à côté, donc c'est impressionnant d'avoir une grosse machine comme ça quand on saute. Mais... Vous avez plié combien de motos 7 grosses motos neuves. Chaque saut, on vérifie parachute. Chaque saut. Bon, une fois qu'on est parti, on peut pas se permettre de... Mais là, t'en as qu'un. Là, j'ai qu'une voile, ouais. Donc, comme on peut pas faire de secours, parce que le moindre petit problème, on peut pas le résorber. On tire trop bas et... La grosse sensation, tu t'as fait quand? Au départ, quand on s'envole. Là, c'est le meilleur moment. C'est pas une... Comment dire, c'est pas une sensation de peur, hein, c'est au contraire, c'est le rush. Quoi. Et après, à l'ouverture, bon, ça commence un peu à battre là. Je pense qu'on se demande ce qui va arriver. Au niveau du grand public, les gens se disent vous avez un fusible qui a cramé, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on dit, mais non, je suis très sérieux parce que si j'en suis encore à ce stade, c'est que je pratique sérieusement. On ouvre très très bas, c'est environ 50 mètres du sol, donc ça demande un pliage vraiment très précis. Et puis par rapport à la chute d'avion, c'est que la voile sort très lentement puisqu'on est à basse vitesse. Donc ça change tous les paramètres d'ouverture. Le pliage est l'une des opérations clés du base jump, un pliage minutieux qui peut demander plus d'1 heure. Tout cela, Zou l'a découvert en voyageant aux États-Unis avec comme axiome en tête, tout va très vite. En Europe, à part les grandes falaises, on dépasse rarement les 10 secondes. Et bon, là, on chute environ à 170 km/h. Donc, après 10 secondes, on commence à atteindre 190, 200. Ça va quand même vite parce que 8 ou 9 secondes, c'est vraiment un gros saut en Europe, surtout en France. On peut dire qu'il y a une grosse paroi. Mais maintenant, quand on a beaucoup d'expérience dans le base jump, ça paraît long. Lorsque les conditions sont bonnes, Claude Remise vient se joindre au groupe. Sa passion, sauter et filmer en même temps, ce qui revient à avoir ses centres d'alerte divisés en deux. J'ai pas de notion de temps parce que je suis obligé de me concentrer sur ce que je fais, c'est-à-dire viser le sujet. Je suis obligé de faire attention à ma distance parce que souvent j'essaye d'avoir des ouvertures et ça permet d'avoir des images très différentes de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Le but pour moi, c'est de me trouver à peu près 50 cm au-dessus de lui en étant à peu près à moins d'un mètre quand on va se positionner en chute. Alors on va partir sur le décompte de Jack et je vais essayer d'avoir son visage avec le maximum de rochers derrière et ensuite on va dériver tous les deux.
Le base jump a considérablement évolué. Plus de sécurité, mais aussi plus d'engagement. On n'hésite plus à courir pour prendre son élan. Quand la recherche, c'est surtout au niveau des figures. Toute la nouvelle génération de base jumpers, ils sont axés sur les figures, les saltos, loop. Si le saut de falaise en France est toléré, Zou est quand même inquiet sur l'avenir entre le manque de respect de certains pour la nature et l'inconscience de trublions qui, après quelques sauts, se sentent Batman et Superman réunis en un. Ce n'est pas gagné. Quand il y a de la casse, c'est pareil, donc la police intervient, les secours, donc je pense qu'il va y avoir un rôle un jour, donc j'aimerais que la nouvelle génération respecte ça, quoi. Ça a été très difficile à ouvrir les spots, il y a des gens qui ont passé énormément de temps pour découvrir les endroits de saut, donc ce serait dommage de les abîmer et que ça devienne illégal comme aux États-Unis ou dans certains pays, quoi. Et c'est go! Yeah! En revanche, ce qui est interdit partout dans le monde, c'est d'aller se faire des sensations du sommet des immeubles, de ponts et autres édifices publics, comme ici, au Brésil. Nous sommes en Belgique pour un saut à partir d'une antenne en construction. Où que ce soit dans le monde, la méthode est la même. Des heures de reconnaissance, une approche difficile à l'abri des regards, 10 secondes d'extase et à l'arrivée, la course pour aller se cacher et ne pas se faire prendre par la police, à ne surtout pas imiter. Je ne sais pas vous, mais moi ce sujet m'a coupé le souffle. Alors j'essaye d'en faire autant. À peine plus d'un mètre, ça fout déjà l'angoisse. Ah bah là la chute a été courte. Dis donc, toi le base jump, c'est pas très souple, hein. Oui, non, je sais, mais c'est vachement dur, je peux te dire. Puis, des pompes en cuir, c'est pas recommandé. Enfin, on va pas rentrer dans les détails vestimentaires pour réaliser ce genre d'exploit. Mais toi, le base jump, concrètement, c'est un truc qui te fait vraiment peur, qui te ferait envie un jour? Oui, moi ça me ferait envie. Bon, déjà au début mai, je fais mon premier saut en parachute en tandem. Et je vais voir comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est assez fascinant les images qu'on vient de voir. Et justement, je devais faire un saut avec Patrick de Gaillardon. Et ça s'est pas fait parce que pendant que j'étais en mer, il a disparu. Et c'est vrai que c'était un fin technicien à le voir préparer toutes ces expéditions, tous ces sauts, où il étudiait la hauteur de la paroi pour déterminer la durée de la chute libre. Après, c'était la météo en fonction des vents, de la force. Et, parce qu'il faut savoir qu'une rafale de vent, et ça vous scotche complètement contre la paroi. Donc tout ça, c'était autant de petits détails qu'il fallait vraiment bien régler. Ouais, évidemment, on ne peut rien laisser au hasard. Globalement, dans tous les sports poussés à l'extrême, il faut préparer les choses comme s'il s'agissait d'une cascade de cinéma. Tout doit être réglé au millimètre, comme du papier à musique. Et voici d'ailleurs une autre illustration significative avec cette fois-ci non plus du base jump, mais du skateboard. Le skate, il faut le savoir, c'est certainement au sein de la famille des sports de glisse, issus du surf donc, l'un des plus difficiles, des plus ingrats et des plus dangereux. Car en skate, tout comme en roller ou en BMX, on est sur du bitume. Et c'est pas Peggy qui va dire le contraire. Le bitume, c'est beaucoup plus dur et abrasif que l'eau ou la neige par exemple. Bah, moi, c'est pas mon truc, quoi. Là, quand j'étais petite, je m'étais plantée en roller et à la suite de chute, c'est vrai que c'était les cicatrices et non, j'ai pas voulu recommencer. Tu veux pas nous en montrer une? Non. Dommage. Allez. On va donc enchaîner et en vous disant tout simplement que pour évoluer avec classe, avec facilité, pour avoir l'air d'un baron sur un skate, il faut bien sûr un énorme bagage technique, mais aussi une grande confiance en soi. Car le plus souvent, finalement, c'est la peur qui peut vous faire tomber en skateboard. Et là, bien sûr, c'est la punition. Alors maintenant que vous êtes prévenus, eh bien, vous allez mieux comprendre pourquoi nous vous déconseillons fortement d'imiter les super-héros que vous allez maintenant voir en exclusivité pour 100% Adrénaline. Le skateboard, malgré ses apparences rebelles, est devenu un sport de haut niveau, notamment lorsque les skateurs évoluent dans une rampe. Ils font ce qu'ils veulent.
deux meilleurs spécialistes sont américains. Andy McDonald, ici en jaune, qui s'amuse avec Tony Hawk pour changer de planche en l'air. Lors des derniers X Games à San Francisco, Tony Hawk va tenter de réussir à 900 degrés, c'est-à-dire qu'avec sa planche, il va faire 2 tours et demi en l'air. Cela n'a jamais été réalisé en compétition. Les risques de blessures sont très importants. Grâce à l'appui de tout le public et le soutien des autres skateurs, l'instant magique va se produire. C'est l'exploit de l'année. Cet exploit va faire le tour du monde. En France, il sera élu athlète de l'année lors de la soirée des Board Awards. Je n'ai jamais réussi à 900 degrés de ma vie. Ça doit faire quelque chose comme 10 ans que j'essaye. Et ça y est. Quel est le plus grand problème pour réussir une telle rotation? La peur. La peur, tout simplement. Une autre performance, cette fois-ci à San Diego, toujours en Californie, pour retrouver Danny Way qui s'est mis dans l'idée de monter le plus haut possible au-dessus d'une rampe de skateboard. Regardez, au-dessus de la rampe, il a construit une piste de lancement encore plus haute. Le but du jeu est de générer le maximum de vitesse pour ensuite monter le plus haut possible. Grâce à cet élan supplémentaire, il vient d'atteindre 5,80 m au-dessus du sommet de la rampe, ce qui constitue un record du monde. Mais Danny, s'il a fait venir un hélicoptère, ce n'est pas uniquement pour le filmer. Son pari est carrément fou, partir d'encore plus haut, c'est-à-dire sauter de l'hélicoptère. Les premiers essais sont catastrophiques. Pour la deuxième tentative, j'étais vraiment sur le point d'abandonner. Ça devenait vraiment trop limite. Et le deuxième essai, j'ai vraiment fait une mauvaise chute. On peut le voir d'ailleurs sur les images. J'ai carrément tapé la tête violemment contre le parquet. C'était vraiment une grosse claque. Pour le troisième essai, Danny va demander à l'hélicoptère de s'aligner différemment, mais le souffle de l'hélicoptère va dévier son axe et il ne pourra pas exploiter toute la vitesse. Finalement, son record de 5,80 m sans hélicoptère restera le plus haut. Peggy, tu sais que le skate c'est bien pour se faire des cicatrices, mais le motocross c'est pas mal non plus. Tu as déjà essayé? Non, j'ai peur en moto, enfin surtout sur la route, mais en revanche en campagne, sur les petites motos à 3-4 roues, ça m'amuserait. Pourquoi ça t'amuserait plus d'être sur 3-4 roues que déjà c'est moins quad? rapide et puis on est beaucoup plus bas sur terre, donc c'est puis je pense pour débuter c'est pas mal. Alors, tu vas voir des garçons qui sont loin d'être des débutants, qui sont plutôt du genre à s'élever par rapport à la terre, ne pas rester près du sol. Ça leur fait pas peur du tout. Ils semblent n'avoir aucune appréhension. Je dirais même qu'ils aiment ça, le danger, et c'est pas pour nous déplaire, car quand vous aurez vu les sauts qu'ils réalisent, vous penserez certainement que le motocross n'est peut-être pas un sport terrien, mais plutôt un sport aérien. Bonne chance. Le motocross aux États-Unis connaît depuis quelques années la même évasion vers le freeride que pour les autres disciplines de glisse. Les motos sortent des circuits et vont dans les déserts pour des séries de sauts absolument incroyables, lancés à pleine vitesse dans le sable. C'est la série des films Krusty qui a véritablement popularisé ce style. Désormais, tous les grands noms du supercross américain vont radicaliser leur image dans ces vidéos et bien entendu, à chaque fois, c'est la surenchère. Cyril Porte est un pilote de motocross qui s'est spécialisé dans le freestyle.
Il est l'un des rares Français à avoir eu le privilège de tourner dans cette série. C'est un état d'esprit, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça se rapproche de plus en plus, comme de disciplines snowboard, BMX et skate, parce que c'est un peu le même état d'esprit. C'est rider vraiment pour se faire plaisir, quoi, sans avoir aucune pression et sans avoir à s'entraîner vraiment à fond tous les jours, physiquement, etc. C'est vraiment la liberté, quoi. C'est faire de la moto pour s'évader. Aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec ici. C'est vrai que c'est beaucoup plus développé du fait que ça fait un peu plus d'années que c'est installé. Maintenant, ils sont carrément. Il y a des pilotes qui vivent de ça, qui vivent de tournage dans les vidéos, d'aller faire des sessions dans les dunes. Ça devient carrément leur métier. Il y a un championnat qui s'est installé, un championnat de freestyle. Donc avec de gros partenaires sur plusieurs épreuves. Les figures évoluent à une vitesse assez phénoménale. Ça devient vraiment limite même de l'acrobatie, c'est de plus en plus spectaculaire. Et tout le monde s'y investit, les médias s'y intéressent de plus en plus, parce que c'est un sport certes à risque, mais surtout spectaculaire. Dans cette escalade, notamment en présence des caméras, les chutes sont parfois graves. Ici, par chance, tout le monde va s'en tirer à bon compte avec quelques roues voilées. À chaque fois qu'on passe une figure, c'est comme prendre un départ en supercross, quoi. Donc chaque fois qu'on essaiera de faire une figure, ça sera vraiment les grosses sensations, les grosses adrénalines comparables à un départ en supercross, quoi. Et maintenant, tout le monde s'y met. Lors d'un tournage, des quads carénés sont venus jouer la provocation en leur disant qu'ils allaient leur montrer comment descendre ce raidillon. Une chute énorme et de notre côté, un petit doute sur la présence réelle du pilote dans l'engin, genre petit trucage. That's how you go down a hill, boy. Le phénomène a pris de l'ampleur. Les pilotes ne se contentent plus seulement du désert et investissent des endroits comme les collines de Malibu à Los Angeles, avec des prises de risques toujours plus radicales. Chemins escarpés, des vallées à fond, sauts de maisons à partir de tout ce qui peut ressembler à un tremplin plus ou moins aménagé. Mais bon, les Américains aiment ça, ils aiment le show, donc notre discipline, le mix freestyle, c'est du show à l'état pur, quoi. C'est du show permanent, parce qu'on envoie des sauts entre 30 et 35 mètres sur 5-6 mètres de haut,
c'est beau et c'est fort à la fois. Donc ça se développe aux États-Unis pour ça. Évidemment, la discipline s'est structurée. Il existe des compétitions de freestyle. Nous retrouverons d'ailleurs tous ces pilotes pour la 2e édition du Big Air Festival à Bercy à la fin mai. L'émission s'appelle 100% Adrénaline et pour cause, elle secoue un peu. Alors je vous propose de faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Et restez avec nous, on va au bord de la mer voir les vagues les plus dangereuses au monde. C'est à Hawaï, au beau milieu du Pacifique. C'est beau, mais il y a du danger. J'exprime des images impressionnantes commentées par Peggy Boucher. C'est elle qui a traversé il y a quelques mois l'Atlantique en solitaire à la rame. Et là, Peggy, on va retrouver un élément que tu aimes, certainement ton préféré. La mer. La mer, bien sûr, l'océan, avec du surf. Alors, quand on parle surf, j'imagine que peut-être spontanément, tu penses au soleil, aux cocotiers, au sable chaud. Aux vacances. Aux vacances, l'image idyllique de la carte postale qui fait rêver. Mais s'il est vrai que certains des meilleurs spots de la planète se trouvent effectivement dans des endroits idylliques, à la limite du paradis terrestre d'ailleurs, comme les îles du Pacifique par exemple, je crois que tu connais la Polynésie entre autres. Oui. Eh bien, si ça ressemble, c'est vrai, à un paradis, il y a aussi un envers à ce décor, le revers de la médaille, qui se traduit quand on est en surf par la chute. Chuter dans les grosses vagues, ça peut très vite se traduire par se retrouver en enfer. Et je crois que l'enfer, tous les marins l'ont connu, puisqu'ils se retrouvaient dans des conditions similaires. C'est vraiment terrifiant et terrible. Et c'est vrai que lors de mes 2 traversées, je me suis retrouvée face à des vagues de 7 mètres. Et quand on est à l'intérieur du petit bateau dans 2 mètres carrés, qu'on se sent un petit peu comme happé par les vagues, c'est assez effrayant. Ça veut dire que tu as peur quand tu es devant ces vagues, tu as hâte que ça finisse. Comment ça se passe? Comment je crois qu'on a surtout hâte que ça se passe, oui. Donc dans ces cas-là, on appelle le routeur pour demander quelles sont les prévisions pour les heures, voire les jours à venir. Alors concrètement, ça veut dire que tu sors sur le pont, tu regardes avec ton doigt la direction du vent, tu te demandes si ça va changer, bon, tu discutes avec ton routeur, ou tu restes à l'intérieur, agrippé au réchaud et tu prépares le thé. Non, quand la mer, ouais, le tea time. Non, je crois que quand la mer est vraiment trop hachée et trop formée, bon, dans ces cas-là, ce serait trop dangereux de rester sur le pont parce que le risque de se faire assommer en cas de chavirage. Donc, il faut mieux rester à l'intérieur et puis regarder le ciel et les quelques petits oiseaux passer. Voilà. Et ça va, ça donne pas trop le mal de mer, justement? Si, c'est terrible parce qu'à l'intérieur, c'est les secousses en permanence, c'est le shaker, on entend les vagues qui arrivent, on a l'impression que c'est vraiment les avalanches liquides. Donc c'est tout sauf le paradis, le petit bateau avec la vue sur la mer, non c'est pas ça. Ouais, on est effectivement bien en enfer. C'est marrant que tu aies parlé du terme de shaker parce que les surfeurs, eux, emploient souvent le terme de machine à laver. Et ils se voient finalement comme un ballot de linge dans la machine à laver et ils sont là et ils souffrent. Imaginez-vous, vous venez de tomber dans la vague, vous avez donc des tonnes d'eau qui se déploient sur vos frêles épaules, vous avez certainement déjà bu une tasse ou 2 d'eau bien salée, vous êtes donc en apnée, pour ne pas dire à bout de souffle, vous êtes là, ballotté comme un pauvre malheureux, ça dure d'interminables secondes, tout cela vous semble une éternité, et puis il y a une cerise sur le gâteau, c'est le corail, car les vagues vous projettent violemment sur le corail, qui parfois même est à fleur d'eau, et dans tous les cas, le corail, c'est coupant comme des lames de rasoir. Et c'est dangereux puisque c'est vivant, et je sais qu'en Polynésie, quand les surfeurs se blessent avec le corail, ils appliquent justement du jus de citron pour tuer le corail, pour éviter que des polypes se développent et ça doit cicatriser un peu plus facilement. Enfin, je pense que c'est très douloureux. Ah oui, le surf finalement, c'est pas toujours que du plaisir. D'ailleurs, pour vous donner une idée, retenez bien le surnom que les surfeurs ont donné à la plus grosse vague que l'on trouve à Hawaï. Jaws. Les dents de la mer, tout simplement. Aujourd'hui, le surf a atteint un tel niveau qu'une belle vague forte et généreuse ne suffit plus à assouvir les passions des surfeurs. Si le challenge qui a toujours existé est de prendre la plus grosse vague, aujourd'hui on n'hésite pas à s'aventurer dans des vagues réputées dangereuses. Une vague, lorsqu'elle a traversé les océans, vient taper soit contre du sable, des rochers ou encore contre du corail. Nous sommes ici à Géland, en plein cœur de l'Indonésie. À terre, une jungle hostile où les tigres et les serpents sont chez eux. Dans l'eau, une barrière de corail permet aux vagues d'obtenir un galbe parfait pour créer ce que l'on appelle le tube dans lequel le surfeur va se glisser, l'action reine en matière de surf. Si les requins ont suffisamment à faire avec les poissons, en revanche, le principal danger pour les surfeurs, c'est le récif de corail qui est à peine recouvert par les vagues. Une surface
terriblement coupante qui n'autorise pas la moindre faute. D'ailleurs, seuls les professionnels s'aventurent sur une telle vague et savent comment tomber ou sortir de la vague sans dommage. C'est d'une forme parfaite, grâce au corail à fleur d'eau. Il y a plusieurs sections et ce sont des tubes en permanence. Et c'est sans doute la plus belle vague au monde. Mais c'est à Hawaï où l'on retrouve la plus forte concentration de vagues puissantes, où les risques sont à la hauteur de leur réputation. La période la plus recherchée est l'hiver, et en particulier entre la mi-décembre et la fin février, là où les dépressions se creusent au large du Japon. Ici, il y a une force incroyable qu'on trouve nulle part ailleurs. On est au plein milieu on a un tout petit rocher au plein milieu du plus grand océan de la planète, quoi. Les houles arrivent, elles sont pas freinées, elles heurtent Hawaï avec une force inégalable. Nulle part ailleurs, franchement. Une des vagues les plus réputées pour sa violence et le respect qu'elle impose, c'est Pipeline, où a lieu chaque année la finale du championnat du monde. Le vainqueur en retire beaucoup de prestige et une belle notoriété. Le cocktail a de quoi faire frémir. Un courant violent, de la puissance, une force incroyable. On l'appelle Pipeline parce qu'elle a tout simplement la forme d'un tube parfait. Vous y ajoutez une poignée de corail mêlée à de la roche volcanique à quelques centimètres de la surface, associée à la puissance des houles du Pacifique. Voilà la recette d'une légende où le danger et la beauté ont signé un pacte redoutable. Ici, il ne faut jamais oublier que les vagues sont très dangereuses. Un spot comme Pipeline, c'est quand même une vague qui, il ne faut jamais l'oublier, c'est une vague qui tue. Le danger est présent en permanence. Il y a souvent des gens qui sont blessés. Et j'ai été souvent là lorsque certains ont été tués. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de vagues qui tuent des surfeurs, mais celle-là en fait partie. Les Hawaïens qui surfent cette vague la respectent et en acceptent tous les risques. Chaque année, une bonne dizaine de surfeurs se tuent ici et une bonne trentaine passent par l'hôpital. Le jour où Dieu décidera qu'il est temps pour moi de partir, eh bien je partirai. Et je ne pourrai rien y changer. Si je dois mourir, je serais ravi que ce soit en surfant. J'ai déjà touché le corail, j'ai déjà été roulé, brassé, je me suis évanoui, j'étais à l'hôpital. Mais bon, ça fait partie du surf. Si je n'ai plus envie d'être sur le corail, alors il faut que j'arrête. Mais d'un autre côté, lorsque chaque jour l'on voit le nombre de vagues surfées et les chutes incroyables qui se produisent sans de trop grosses conséquences, on se dit que c'est vraiment un sport béni des dieux. Un petit peu plus loin, sur la même côte nord, il y a la plage de Waimea. Certains jours, il y rentre une houle énorme. Lorsque la taille des vagues atteint 6 mètres, il s'y déroule alors une compétition de grosses vagues, Lady Aikao, qui n'a lieu en général que tous les 4 ou 5 ans lorsque la nature se déchaîne. Depuis quelques années, la sécurité est assurée par des jet skis, le moyen de secours le plus performant pour aller chercher des surfeurs en difficulté. Mais on a du mal à imaginer ce qui se passe lorsqu'on se fait prendre sous des tonnes d'eau. Ce n'est pas possible qu'un surfeur dise « je n'ai pas peur ». Ce n'est pas vrai. Nous avons tous nos peurs, nos craintes, selon les périodes. En fait, tout dépend de chaque personnalité, de sa notion de la survie, comment on gère ces situations et ses moments de survie après une chute. J'ai connu des surfeurs dans ma carrière qui ont vécu une chute si sévère qu'ils n'ont plus jamais surfé. Ils ont tout vendu, ils ont vendu leur maison, leurs biens et ont quitté Hawaï. Et ils ne sont jamais revenus. Je me suis fait prendre il y a 2 ans à Waimea par une vague qui devait faire dans les 10 mètres.
J'ai vraiment cru mes derniers instants arriver. Et comme tout le monde dit, on devient vraiment calme, détendu avant de mourir. J'ai été balayé de ma planche et tout mon corps a été happé. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai commencé à nager, mais l'eau était si noire, je ne voyais pas du tout où j'étais. Les premières secondes, j'ai été traîné contre les rochers. Les vagues avaient tapé si fort, j'étais touché au cou, les muscles torturés de partout. J'ai réouvert mes yeux, il y avait une faible lueur, et j'étais proche de la surface. Nous sommes complètement à la merci de la nature. Et lorsque l'on tombe, c'est vraiment très facile de disparaître au fond de l'eau. Depuis quelques années, les surfeurs n'hésitent plus à se lancer à l'assaut de véritables monstres qui dépassent parfois 12 mètres. Il y a 2 ans, l'Australien Ross Clark-Jones, lors de la désormais célèbre journée de janvier 98, où des houles géantes sont venues frapper l'île d'Hawaï, s'est fait une sacrée frayeur avec son coéquipier Tony Ray, happé avec le jet ski par la vague. On écoute Tony Ray. C'était complètement irréel. C'est la vague la plus grosse dans laquelle j'ai été. Ça ne semblait pas réel. C'était vraiment plus gros que jamais. Après, je ne l'ai plus regardé. J'ai essayé de mettre la poignée à fond, de m'accrocher pour essayer de s'éloigner. Et en fait, la dernière chose dont je me souvienne, c'est que je me suis fait exploser. Le jet ski était en plusieurs morceaux. J'étais dans tous les sens. J'étais un peu inquiet pour Ross derrière. Et quant à moi, je pensais vraiment que j'allais mourir. Par chance, juste derrière, Ken Bradshaw et son équipier arrivent. Ils comprennent tout de suite ce qui s'est passé et arrivent à repêcher les 2 Australiens avant l'arrivée d'une prochaine vague. Le temps de réaction est très court. On a une confiance mutuelle pour nos vies. Je sais qu'il sera là si quelque chose ne va pas. Il est très entraîné. Je suis très entraîné. Toutes nos procédures sont au point. On fait une checklist avant de sortir. On ne sort jamais sur un coup de tête. Il y a danger de mort et c'est trop sérieux. Nous partons maintenant vers Tahiti. C'est là, à l'extrémité de la presqu'île, qu'il y a 3 ans, les surfeurs pros ont découvert un nouveau défi. Une vague massive encore plus puissante que Pipeline à Hawaï, Taupo. En fait, la vague se crée sur le récif de corail par un effet d'aspiration. Le lagon se vide et une masse d'eau arrive épaisse comme une énorme mâchoire, absolument terrifiante. En contrepartie, pour celui qui arrive à se nicher dans le tube, c'est l'extase multipliée par l'effet de l'adrénaline. C'est tellement incroyable d'être assis là-bas, si près de cette vague et de voir la mère nature si parfaite. Ainsi tu regardes et tu frémis à l'idée d'être sur la vague. En mai dernier, lors d'une étape du championnat du monde, les conditions étaient encore une fois énormes et les chutes spectaculaires avec le récif à fleur d'eau. Malheur à celui qui heurte le corail. D'ailleurs, certains pros ont préféré rebrousser chemin. L'infirmerie n'a pas arrêté les séances de couture et avec une telle puissance de vague, on se dit que c'est un moindre mal. Et pour celui qui réussit, c'est l'assurance d'avoir sa vague qui fait le tour du monde à travers les télés et les magazines spécialisés. Elle s'appelle Malia Jones. Je suis désolé, j'ai pas son numéro. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que son physique de rêve l'a prédestinée résolument à une carrière de mannequin très brillante, très prometteuse, forcément rémunératrice, mais il aurait fallu pour cela qu'elle habite New York. Eh bien, Malia Jones a préféré y renoncer pour vivre sa passion à Hawaï. D'ailleurs, toi aussi, Peggy, finalement, tu as quitté tes montagnes puisque tu es haut-savoyarde et tu as quitté, je crois, un job à responsabilité pour te consacrer
consacré à ta passion pour aller vivre les pieds dans l'eau au bord de la mer. Bah oui, j'ai démissionné 2 fois de poste à responsabilité. Et je crois que la vie de bureau, c'était pas mon truc, quoi. Donc j'ai préféré l'aventure. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant, ça correspondait davantage à ma personnalité. Tu faisais quoi, entre parenthèses? J'étais ingénieur logistique. En fait, je m'occupais de la gestion financière, des contrats et du trafic export. Et alors, finalement, ta motivation pour quitter une carrière prometteuse, là encore dans ce domaine, c'est quoi? Je crois que c'est la passion. Je me suis découverte un peu sur le tard une passion pour la mer. Et puis j'ai toujours eu envie, quand j'étais petite, de forcer ma propre admiration, de repousser mes limites. Et j'ai toujours été également fascinée par des émissions comme les Carnets de l'aventure, où on voyait des alpinistes, des marins et d'autres aventuriers dans l'effort. Et je trouvais ça vraiment fabuleux et émouvant. Tout ce que ça véhiculait, à la fois une belle leçon de courage, une sorte de haine du découragement. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Ce qui te plaît là-dedans, c'est le dépassement de soi? Ouais, cette notion de défi et puis d'aller au bout de soi-même. Parce que je trouve que c'est beau, quoi. Et après l'effort, il y a le plaisir. Et ce plaisir, il vient du résultat ou il vient surtout de l'effort? Moi, je pense que l'un va pas sans l'autre. Et je crois que le plus agréable, c'est de regarder derrière soi et de dire, voilà, je l'ai fait. Ça, ouais. Ouais, c'est clair que ça fait plaisir. Et puis au niveau des sensations aussi, puisqu'on parle de sport à sensations ce soir, les sports de glisse essentiellement, eh bien là forcément il y a beaucoup de plaisir. Et pour se faire plaisir, quasiment tous les jours, eh bien des passionnés de surf, des purs et durs, ont décidé de faire un peu comme toi, Peggy. Ils se sont installés à Hawaï, ils ont fait le grand saut de choisir d'aller vivre là où on trouve les plus belles vagues du monde. Chaque hiver, l'île d'Oahu dans l'archipel d'Hawaï devient l'épicentre de tout ce qui touche de près ou de loin au surf. Et plus particulièrement la côte nord, qui reçoit les houles qui ont traversé le Pacifique. C'est le fameux North Shore, où la puissance et la taille des vagues fascinent et attirent les surfeurs du monde entier. C'est dans cet univers paradisiaque en apparence que se côtoie toute une micro-société hétéroclite avec comme seul objectif prendre les plus belles vagues de l'hiver. La capitale de l'île d'Oahu, c'est Honolulu, de l'autre côté du North Shore, avec la fameuse plage de Waikiki qui attire des milliers de touristes japonais, et c'est le tourisme qui fait vivre l'île. Sur le North Shore, on retrouve 2 grandes catégories de passionnés. Les surfeurs pros qui sont payés pour surfer et ceux qui gravitent autour et qui sont payés pour les voir surfer, qu'ils soient photographes, journalistes ou fabricants de planches. Jamie O'Brien fait partie des Hawaïens qui ont grandi sur le North Shore, n'ayant que l'embarras du choix pour aller surfer après l'école. Sa maison donne sur la plage. Son père est lifeguard et toute la vie de la famille est bercée par les vagues. Plutôt que de profiter d'une vie plus attrayante en Californie, leur choix a été de rester à Hawaï. Jamie veut devenir un surfeur professionnel. Aujourd'hui, il a 17 ans et s'il va encore à l'école, c'est qu'il ne suit pas encore le circuit pro réservé aux plus vieux, mais maintenant ce n'est qu'une affaire de mois. Je finis l'école vers 14h15 et je suis à la maison à 15h30. C'est un peu tard, mais je pars immédiatement surfer. Pour Jamie, c'est le surf qui dirige sa vie et il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il est déjà sous contrat, donc déjà payé pour surfer. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, et ils sont nombreux, il faut se débrouiller. Aliva, c'est le seul village du North Shore, une centaine de maisons dont plus de 17 surf shops. John Moore, lui, a monté une belle affaire, mais le surf passe avant tout. Nous n'ouvrons pas avant 10h le matin pour pouvoir aller surfer tous les jours, juste avant de travailler. Et puis nous prenons aussi des journées de congé pour avoir des journées complètes de surf. Mais côté business, c'est un Français qui a la réussite la plus spectaculaire. Philippe Métou, installé depuis 17 ans sur le North Shore, possède désormais plusieurs boutiques à son nom. Il a su exploiter un des filons, les planches d'occasion. Parce que les vagues sont très grosses, donc ça casse beaucoup de planches. Une bonne journée à Pipeline ou à Sunset, il y a 10 ou 20 planches de cassées, surtout à Pipeline. Et ou à Waimea, quand il y a un gars à Waimea qui casse sa planche, il sort de l'eau avec la planche cassée en deux, il va chercher son argent, il en rachète une tout de suite et il retourne à l'eau. L'intégration de Philippe est passée par cette plage, Sunset Beach. C'est là que se tisse tout le lien social. Prendre la mer, il faut apprendre à respecter les Hawaïens.
surtout. Pas se mettre sur leur chemin, pas leur prendre les vagues, être souriant dans l'eau, dire bonjour. Et puis qu'ils prennent l'habitude de te voir souvent. S'ils te voient dans l'eau tout le temps et ils voient que tu gâches pas les vagues, tu tombes pas. Quand tu es en haut du pic et tu regardes en bas et que la vague est trop grosse, tu vas quand même si tu dois tomber. Ils te respectent. Même lorsque le surf est de taille modeste, Philippe va surfer. C'est sa passion et c'est encore une fois dans l'eau qu'il a patiemment monté son business. Il s'est encore agrandi et importe désormais des produits des quatre coins du monde. Il sait ce qui va marcher dans ses 2 magasins où les produits sont vendus sous sa propre marque. Et dans le jardin, le symbole de la réussite à l'américaine, la Porsche. Aujourd'hui, Philippe descend à Honolulu avec sa femme et son fils pour aller voir son nouveau magasin. Ce qui se vend le mieux tous les mois, parce que maintenant on a tout sur ordinateur et on a tout sur scanner. Numéro 1, c'est tout ce que j'apporte d'Indonésie. C'est tous les petits bracelets, c'est tous les chapeaux, tous les shorts. Hi Chris. Hi, yeah. Le deuxième meilleur vendeur, c'est Planet Surf. Tous les t-shirts Planet Surf, tous les shorts. Et le troisième, c'est toutes les locations. Juste en face du magasin, on a les 2 spots les plus célèbres de Waikiki et les plus surfés aussi. Queens, juste en face, et à droite, Canoes, le meilleur endroit pour apprendre à surfer. Là où toutes les surf lessons, les leçons de surf, tous les débutants. Mais Philippe se fait un peu de soucis pour amortir un loyer exorbitant. Il doit faire plus de 200 000 francs de chiffre d'affaires par jour et il dépend entièrement de la santé de l'économie japonaise. C'est leur destination favorite. Aujourd'hui, le North Shore est victime de son succès. C'est la bagarre pour attraper une vague et il n'est pas rare de se retrouver dans des situations absurdes, voire même dangereuses. Et pourtant, il existe des règles très précises dans l'eau, écrites nulle part, mais qu'un novice apprend très vite. La première est essentielle, les Hawaïens sont chez eux et ce sont leurs vagues. Aujourd'hui, Philippe rencontre Eddie Rothman, un personnage essentiel du North Shore, une sorte de caïd à la réputation sulfureuse. Il dirige les Black Shorts, une association de surfeurs hawaïens créée en 1974 pour préserver leurs vagues des étrangers. Nous avons créé le Daoui pour nos enfants qui veulent aussi surfer. Vous venez ici pour surfer, mais c'est leur plage. Ils veulent aussi des vagues et s'amuser. C'est notre distraction, notre plaisir. Il faut juste avoir du respect, c'est tout. Non, non. Sur son dos, il a tatoué le nom de ses 3 fils. Mais derrière les sourires, la réalité peut être parfois difficile, voire douloureuse à ceux qui ignorent les règles. Nous sommes ici à Velziland, une des plages les plus protégées mais aussi les plus redoutées. Des panneaux rappellent régulièrement que c'est un endroit privé, en clair, exclusivement réservé aux Hawaïens. Des images très rares, les photographes et les caméras sont interdits. Et pour ceux qui ne savent pas lire, dans le meilleur des cas, ils s'en tirent avec les pneus crevés. Reynolds est une figure du North Shore, chaque jour il est dans l'eau et tout le monde sait que l'on doit lui laisser les vagues même s'il est sur un bodyboard. Et cela va encore plus loin, même si un champion du monde est prêt pour une belle vague, il a tout intérêt s'il veut continuer à surfer tranquille, à laisser la priorité aux Hawaïens présents. Regardez, ils sont 3 à vouloir la vague, un petit coup d'œil et ils vont laisser la priorité à l'Hawaïen. Le surf est profondément ancré dans la culture hawaïenne. Ce n'est pas une mode. La statue du Duke, le plus grand champion et ambassadeur hawaïen, placé en plein centre d'Honolulu, rappelle que le surf était le sport privilégié des rois. À Hawaï, le surf reste prestigieux, plusieurs parlementaires sont d'anciens surfeurs de haut niveau et rien n'est plus élogieux que de remporter le Pipe Master, la grande compétition du North Shore. C'est la finale du championnat du monde, mais de nombreux Hawaïens ne veulent pas faire tout le circuit du championnat du monde et la grande fierté, c'est de battre le gratin mondial pour leur montrer que les Hawaïens sont les maîtres chez eux. C'est l'exploit qu'a réussi Johnny Boy Gums en 1997. Le North Shore est resté jusqu'à une période récente un univers très masculin. Mais depuis quelques années, les femmes veulent leur part de vague et certaines attaquent aussi fort que les garçons, comme Rachel Ballard, 4e mondiale.
Plus accessible, le bodyboard, un pain de mousse sur lequel on s'allonge. Monique, pour vivre sa passion, travaille le soir dans un restaurant. C'est tellement facile comparé au surf, c'est incroyable. Je veux dire, il ne faut pas se mettre sur ses pieds, on peut drop in plus tard, donc il y a beaucoup plus de choix. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement, des fois, il y a beaucoup de bodyboarders, beaucoup plus que de surfeurs. Je pense que juste le bodyboard en général, pas nécessairement à pipe, mais partout, c'est mieux pour les femmes, c'est un meilleur genre d'exercice. On ne devient pas énorme ici dans les épaules, ça fait des jolies fesses. La seule chose qui me fait peur, c'est tout le monde. Les vagues, j'ai jamais touché le fond ici, je me suis jamais fait mal ici, je me suis fait mal à plein d'autres endroits sur le North Shore, mais ici jamais. Mais les gens il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils font, ils sont juste là parce que c'est pipe et ils veulent essayer une fois. Cette nouvelle mode a amené des surfeuses plutôt mignonnes vers des carrières de mannequins et de pouvoir ainsi allier le travail et le surf. Malia est sans doute la plus demandée. Plutôt que d'émigrer à New York pour une grande carrière, elle est restée à Hawaï pour le surf. J'habite à Hawaï, sur le North Shore, ce que je considère comme étant chez moi. Mais je voyage beaucoup à travers le monde, là où il y a de bonnes vagues, dans les îles et aussi en France. Elle est naturelle en maillot de bain. Elle sait marcher sur une plage. Elle est à l'aise en tenant une planche. Toutes ces filles qui viennent de New York ou des pays de l'Est ne connaissent rien à cet univers. Elles ont l'air de cruches sur une plage. Pour les photographes spécialisés, le North Shore est incontournable, que ce soit pour la mode, la publicité ou le sport, et ils sont de plus en plus nombreux, mais seule une poignée en vivent bien, et ils vivent en général sur le North Shore. Parmi eux, Bernie Baker, il a plaqué la Californie et son confort pour la rudesse de la côte nord. Il vit sa passion à fond, directeur de compétition, photographe, journaliste, il est sur tous les fronts avec succès. Mais ce sont plus de 20 années d'expérience et il travaille sur Internet. Ses photos sont à peine sèches qu'elles font déjà le tour du monde. Bernie prend aussi des photos dans l'eau. C'est forcément un excellent surfeur car prendre une photo sur une vague comme le pipe ne s'improvise pas. Je travaille pour Surfer Magazine depuis 1972. Mon boulot n'est pas seulement d'être photographe, c'est aussi d'être un journaliste, un écrivain, un éditeur, rassembler des informations. Bernard Testemal lui a été envoyé par un magazine français de surf. Chaque année, il fait le tour du monde des plus belles vagues, mais tout n'est pas aussi facile que cela en a l'air. L'année dernière, ça s'est joué sur 2 jours. 48 heures avant de partir, avant de prendre l'avion, j'ai mis dans la boîte tout ce que j'avais à mettre. J'étais là depuis 1 mois et demi. Donc en 1 mois et demi, j'ai fait ce que j'ai fait en 2 jours, quoi, par la suite. Sylvain Cazenave, lui, habite ici près de la moitié de l'année. Un choix qui lui permet de combiner sa passion du surf avec un savoir-faire pour lequel il fait partie des grandes pointures internationales. Je reste en général de 4 à 5 mois parce que tout le monde pense qu'à Hawaï il fait toujours beau, qu'il y a du soleil, qu'il y a des vagues, qu'il y a un petit vent frais qui nous berce. Et des fois, non, on a 3 semaines de pluie, donc il faut pouvoir avoir une saison assez longue pour être sûr d'avoir des bonnes vagues. En général, je reste 3, 4, 5 mois. Aujourd'hui, on verra, il faut être en bon endroit, il faut beaucoup d'éléments et surtout, il faut bien se protéger avec un bon casque. Et deuxième important, les palmes. Ça va être vital aujourd'hui parce que il y a des séries qui décalent, il faut pouvoir nager très vite et là la marée est basse, c'est bien bas donc il faut pouvoir protéger sa tête. On n'en a qu'une, là voilà, il va y avoir un tube magnifique. Là. Sylvain est un des rares à se placer au cœur du tube, ce qui demande non seulement le sens du placement mais aussi un sérieux entraînement pour pouvoir rester un moment au fond pour laisser passer une vague dangereuse. Quand on attend le dernier moment pour shooter le surfeur dans le tube, des fois la vague nous arrive et on essaie de plonger dedans, elle nous aspire, on se bat pour se dégager, on peut se faire respirer, et passer et taper le récif. À
Avant de faire une photo qui va faire le tour du monde, il faut non seulement savoir nager, mais tout connaître. Les surfeurs, leur style, prévoir leur réaction pour être là au bon moment. Les connaître, c'est aussi savoir où les joindre lorsque la lumière est bonne et avoir une confiance mutuelle lorsque les conditions sont délicates. Tu vas take off là-bas, la 3e, 4e vague, ça va être bon. Ça te va ou non? Ouais, c'est parti. Ah, c'est la plus grosse? C'est toi qui commence. Ah non, ceux qui surfent. Ouais, c'est vaguement comme ça. Ira est un surfeur tahitien. Il a démarré sa carrière à travers des reportages photos. Et là, c'est Tim McKenna qui lui indique où se placer pour une publicité. Il voyage 9 mois de l'année et Hawaï est incontournable. C'est pour faire des photos, de promotion pour mes sponsors et pour voir aussi mon shaper, HIC. Les shapers, ce sont ces ébénistes de la mousse époxy capables de dessiner et tailler des planches sur mesure en fonction des exigences des surfeurs. Ils sont en général bien cachés derrière des maisons anonymes au fond d'un garage. Laurent Pujol passe tout l'hiver sur le North Shore. Il est payé pour surfer par ses sponsors et touche des primes lorsque des photos de lui sont publiées. Il va voir Jack Reese qui est un glaceur. Le glaçage, c'est l'étape ultime dans la fabrication d'une planche, une finition que seuls quelques artistes maîtrisent parfaitement. Là encore, c'est toute une micro-industrie qui fonctionne au rythme des vagues. Et en gros, je lui fais confiance, quoi. Je sais que il fait le top du top à chaque fois et il n'y a aucun problème. J'ai jamais cassé une planche à lui. Je les ai pliées, mais jamais cassées. 80% de la réussite, c'est d'avoir des bonnes planches. C'est la chose la plus importante, d'être confiant en soi et surtout ses planches. Une planche avec un peu de couleur dessus, ça rend vachement bien sur les photos. Donc, play the game. Derrière les clichés, Hawaï reste une étape indispensable dans la carrière d'un surfeur professionnel. Un chemin initiatique qui permet de se frotter à quelque chose de bien plus rugueux que les plages européennes ou californiennes. Et les Français ont mis du temps à le comprendre, mais depuis 4 ans, ils sont plusieurs à passer une partie de l'hiver sur le North Shore. Didier Peter a été plusieurs fois champion d'Europe et cela fait 7 ans qu'il vient à Hawaï. C'est pas du snobisme, mais disons que c'est un endroit où on peut pas arriver comme ça d'entrée et vraiment être à l'aise d'entrée. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai, les vagues sont impressionnantes. Quand on arrive de partout ailleurs dans le monde, c'est très impressionnant. Ici, il y a une force incroyable qu'on trouve nulle part ailleurs. On est au plein milieu on est un tout petit rocher au plein milieu du plus grand océan de la planète, quoi. Il y a des endroits où tu peux surfer 5 heures dans la journée en France, prendre 100 vagues dans la journée, pas être épuisé. Ici, tu vas prendre 5 vagues, tu vas être vidé de ton adrénaline. Mickey Picon était encore junior jusqu'à l'an passé, mais cela fait 5 ans qu'il vient à Hawaï chaque hiver. Il est venu lui aussi avec une demi-douzaine de planches. En l'espace de quelques jours, il a tout cassé. En France, il y a de quoi surfer des grosses vagues, mais il n'y a pas trop de monde à l'eau, il fait froid. Ici, tu es vachement plus en confiance dans les grosses vagues parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent. Fred Robin, lui, est réunionnais. Ce n'est pas un fanatique du North Shore, mais il vient par obligation. Donc je passe beaucoup de temps à l'eau sans vraiment prendre de vagues. Mais bon, je pense que tout le monde est passé par là, il faut venir, il faut rester, il faut patienter et se faire respecter. Se faire respecter, mais c'est pas évident parce que il y a tous les locaux. Tous les grands compétiteurs sont passés par ce long parcours initiatique, ont sacrifié la famille, les amis, souvent l'école, une route semée d'embûches où les mirages d'une vie facile en ont fait plonger plus d'un dans la drogue. Mais pour ceux qui savent dompter cette puissance, qui sont au sommet de cet art, comme l'américain Kelly Slater, 6 fois champion du monde, c'est l'assurance d'une reconnaissance, d'une gloire et d'une source de revenus spectaculaires. Everybody hold up your trophies. Mais il ne faut pas oublier que le surf, c'est surtout un style de vie tourné vers l'océan et ce qui peut paraître suicidaire à un profane est tout simplement une harmonie parfaite avec la vague, accompagnée d'une bonne décharge d'adrénaline.
Et ce genre d'instant si rare n'a pas de prix. Le soir du réveillon du 31 décembre 98, après une alerte météo, une bonne cinquantaine de surfeurs à travers le monde va tout plaquer pour sauter dans un avion et être le lendemain matin sur le North Shore pour disputer une compétition de grosses vagues qui ne fonctionne que si la taille des vagues fait au moins 6 mètres. Kelly Slater en tête. Le vainqueur de cette épreuve terrifiante est complètement inconnu du grand public. Mais en dehors du chèque de 300 000 francs que va empocher Noah Johnson, c'est toute l'admiration de ses pairs et seul du peuple hawaïen qui l'obtient, c'est-à-dire l'essentiel pour un surfeur. Peggy, alors on le sait, tu habites à Brest, mais à l'origine, donc tu es Haut-Savoyarde. D'Évian. Oui. D'Évian. Et alors, forcément, tu as déjà tâté un peu du ski, ne serait-ce qu'aux Portes du Soleil, les stations toutes proches? Oui, en montagne, on est un petit peu juste avec des skis. C'est vrai que j'ai commencé très tôt. Et j'adore les week-ends, là, en ce moment, retourner et puis passer 2-3 jours à faire du ski, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui te plaît le plus en ski? Les champs de bosse et les pentes un peu raides. T'en profites pour faire quelques sauts, des figures insensées? Non, les figures et les sauts, c'est pas trop mon truc. Pourquoi? Parce que j'ai toujours du mal à me repérer dans l'espace. Donc c'est la chute en général. C'est la chute. Ouais, effectivement, si on a du mal à se repérer dans l'espace, c'est perdu. C'est effectivement l'orientation dans l'espace, la qualité essentielle pour réussir un saut. Aujourd'hui, on voit l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes athlètes, de véritables gymnastes. D'ailleurs, certains sont justement issus de la gym et ils sont très à l'aise sur n'importe quelle planche, que ce soit en surf, en windsurf, en surf des neiges, en wakeboard. Eh bien, tout est facile pour eux, voire incompréhensible pour le commun des mortels. Leurs rotations peuvent être simples, double, triple, quadruple, jusqu'à 4 tours au total. Pour eux, c'est monnaie courante et pour nous, c'est du délire. La grande vague des sports de glisse a fait progresser les différentes disciplines de manière étonnante. Toujours plus de public, comme pour ces fameux X-Games, qui se déroulent à San Francisco en plein été. Ils se sont même débrouillés pour trouver de la neige qui ne fond pas par 25 degrés. Mais le point commun de tous ces sports, c'est de vouloir absolument se mettre la tête à l'envers. On adule le saut périlleux sous toutes ses formes, quel que soit l'engin que l'on chevauche. En funboard, ça tient tellement de la performance que l'on tourne désormais le double. Le front loop, disent les pros, une sorte de double saut périlleux avant. Celui qui s'en est fait une spécialité, notamment en compétition, c'est Robert Teriteo. À la différence des autres, lui monte à une hauteur incroyable. C'est assez difficile parce que déjà au départ, il faut avoir le cœur déjà pour partir pour un deuxième tour. Et puis déjà, on peut vraiment se faire mal. Et puis bon, il faut oser quoi. C'est plus ça qu'autre chose quoi. Et lorsque Robert dit oser, c'est qu'il lui arrive de monter jusqu'à 10 mètres en l'air pour tourner. Cette double rotation n'est pas donnée à tout le monde. On préfère plutôt monter haut que de prendre le risque de se briser une cheville à la réception. Mais il semblerait que Robert Teriteo, en cachette, soit tenté par le triple loop. Restons sur l'eau, mais cette fois-ci en ski nautique. Cela fait un moment déjà que sur des skis de figure, on tourne dans tous les sens avec Emmerich Bennett, qui a été champion du monde. Rien de plus normal que de retrouver en wakeboard ce compromis entre ski et surf, toutes ces rotations agrémentées de vrilles. Aux commandes, Rodolphe Vintung, le meilleur européen à l'heure actuelle. En surf, à Hawaï, il y a quelques semaines, l'Américain Kelly Slater, 6 fois champion du monde, a réussi pour la première fois en compétition une manœuvre qui préfigure ce que sera le surf du prochain millénaire. Ça laisse rêveur. Bon, d'accord, il arrive que parfois le saut périlleux ne soit pas dans le plan de vol de certaines activités, mais cela fait partie des risques du métier. Ever had the
En matière de risque, Robert Territeo en connaît un rayon. Lors du Snowpark des Princes, il y a 5 ans, alors qu'il n'avait qu'une quinzaine de jours de pratique en snowboard, il a voulu tenter, comme en funboard, un double arrière en snowboard, une folie qui aurait pu lui coûter très cher. Le revêtement était à l'époque un mélange de neige dure et de glace. Sa bonne étoile l'a encore une fois sauvé. En snowboard, les rotations comme le saut périlleux sont arrivées assez vite. Antonin Liotagui, spécialiste de l'extrême, s'en est fait une spécialité. En 1996, il a même réussi en Alaska à terminer 2e au championnat du monde d'extrême grâce à ce genre de manœuvre renversante. Tout ce que je fais, je pense que je le contrôle presque au maximum, disons. Il y a toujours une part de risque pas tout à fait contrôlée. Mais bon, j'aime bien l'engagement, c'est par là que je vois le sport, quoi. Et je pense que tous les riders extrêmes ont ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y a une part de risque et d'engagement qui est intéressante dans tous les sports de vitesse, notamment les sports mécaniques ou les sports. Dans ce que l'on appelle le halfpipe, cette sorte de tube où les snowboarders décollent de chaque côté, celui qui a définitivement amené la discipline dans une autre dimension, c'est le Norvégien Terje Hakonsen. Véritable légende qui a inventé des sauts insensés dont s'inspirent aujourd'hui tous les pros. Regardez, il y a 2 mois, à quel niveau les finalistes des X Games ont amené le snowboard freestyle. Il y a pourtant des engins réputés intournables, comme un jet ski avec sa bonne centaine de kilos, et pourtant, on commence par des loopings pour ensuite doucement glisser vers des sauts plus affirmés, comme lors de cette session exceptionnelle au Mexique en octobre dernier, avec des experts du freestyle comme le Canadien Eric Roy. Dans le film Taxi, Eric Baron va même réussir à faire culbuter un scooter. Il a commencé par régler sa cascade en VTT pour ensuite faire décoller le scooter. En ski, depuis une bonne dizaine d'années, le ski artistique a amené tous ses fous volants dans des triples rotations agrémentées de vrilles. Un exploit lorsque l'on analyse la complexité des sauts périlleux. Aujourd'hui, le ski artistique a pris lui aussi ses libertés. Cela s'appelle le New School. Et l'on s'envole dans tous les sens, si possible en ne respectant aucune des lois de la gravité. Le grand spécialiste de cette nouvelle vague est un Français de 17 ans, Candide Tovex, qui a remporté en février dernier les fameux X Games aux États-Unis avec une décontraction et une fluidité dans ses mouvements qui en disent long sur son talent. Pour ses copains qui ont tenté de le battre, ça a été plutôt dur. Aujourd'hui, c'est tendance de se lâcher dans tous les sens. On se cherche, n'est-ce pas, monsieur Gros-Piron? Mais on se demande vraiment pourquoi il se donne autant de mal avec des skis alors qu'une simple toile cirée peut faire l'affaire. Et parfois, certains extraterrestres se contentent même d'un simple tapis. Vraiment, pourquoi se compliquer la vie? Les plus impressionnants dans la catégorie dur à cuire sont les spécialistes du BMX, un vélo utilisé pour faire du freestyle. La grande star dans cette spécialité, c'est l'américain Dave Mirra, qui a été un des premiers à oser placer un saut périlleux sur un parcours de street. Mais le plus impressionnant, c'est lorsqu'il est sur la rampe, avec un vélo qui fait près de 15 kg entre les jambes. Et après quelques mises en jambes spectaculaires, il va tenter et réussir ce que l'on appelle le flair, un saut périlleux avec une vrille. C'est du très haut niveau. Vous venez de voir comment on pouvait se retourner la crêpe, c'est vrai que c'est un bon facteur de sensation, et puis il y a la vitesse. Alors, on va à quelle vitesse quand on rame comme ça lors de ta traversée? C'est une vitesse moyenne de 2,5, c'est-à-dire un peu moins de 4 km/h, donc la vitesse d'un marcheur. Et en pointe, si vraiment tu t'excites sur les rames? Avec bons efforts sur les avirons et puis
des bonnes conditions météo, 3 nœuds 5. 3 nœuds 5, donc effectivement, c'est pas follement rapide. Non, mais c'est assez, je pense que c'est assez rapide pour voir le bateau partir au surf dans les grandes vagues. Ah, tu pars quand même au surf? Eh oui. Bon, mais après 2 mois de traversée, est-ce que tu as envie d'aller encore plus vite? Est-ce que tu as envie de bouger? Ah oui, j'adore la vitesse, surtout en voiture. Et c'est vrai que j'ai des copains qui ont des voitures avec de grosses cylindrées et quand je fais me les prête, c'est génial, quoi. Bon, ça marche toujours les grosses cylindrées avec les jolies filles comme toi. Alors. Voilà, ça. Bon, mais plus sérieusement, la course automobile, c'est quelque chose qui te branche? Oui, les courses automobiles, les rallyes, tout ça, ça me tente très bien, oui. Bon, je crois que le message est lancé. Hein. S'il y a des pilotes ou des responsables d'école qui nous regardent, avis aux amateurs. Pour ressentir des sensations fortes, il va de soi que la vitesse, c'est déterminant, aussi bien dans les sports de glisse que dans les sports mécaniques. Forcément, les pratiquants ont une tendance à rechercher la vitesse maximum pour maximiser leur plaisir et leurs sensations. Toujours aller plus vite, c'est donc le but du jeu. Pour peu qu'une équipe de tournage, comme celle de Sport Événement par exemple, ait eu la bonne idée de placer une mini-caméra à même l'athlète ou bien sur l'engin qu'il utilise, au ras du sol, et bien pour le téléspectateur, en principe, ça en jette. Dans le monde de la glisse, la vitesse a toujours été une barrière que l'on essaye de repousser le plus loin possible. Que ce soit sur la piste des Arcs ou celle de Vars, ils sont plusieurs aujourd'hui à vouloir battre le record de l'Autrichien Eger, qui est de 248 km/h, et de franchir l'incroyable barrière des 250 km/h. L'an passé, pour accélérer les choses, ils ont même construit à Vars une tour de lancement qui permettait aux skieurs d'être à plus de 80 km/h en une vingtaine de mètres. Mais là, les skieurs sont arrivés dans un terrain inconnu. Déstabilisés par une vitesse trop élevée, ils ont dû se relever avant les cellules. En attendant, le prochain défi. En VTT, les fous de vitesse ont vite compris que c'est sur la neige qu'ils pourraient atteindre les vitesses les plus élevées. Éric Baron aux Arcs atteint les 217 km/h avec une mauvaise surprise en milieu de parcours. Là, j'ai eu un gros problème, c'est que la barrière a décollé sur 30 mètres de longueur, de 50 cm, et ça m'a fait vraiment peur, quoi. Paradoxalement, sur la Terre, Eric va moins vite. Il roule sur les pentes d'un volcan hawaïen parsemé de rochers et de pierres. Mais c'est quand même 118 km/h, l'actuel record du monde. Il pense pouvoir améliorer son record l'été prochain sur les pentes du Fujiyama, au Japon. C'est probablement sur les pistes de bobsleigh que l'on retrouve les sensations les plus fortes. Les bobs peuvent atteindre, suivant les poids, jusqu'à 120 km/h. Mais le plus engagé est sans aucun doute le skeleton, une sorte de simple luge sur laquelle on se jette la tête la première. Le visage est alors à quelques centimètres de la glace. Vitesse de pointe supérieure à celle du bob, frôlant les 140 km/h. Au printemps, les idées germent. La glace fond et les spécialistes du roller de vitesse se sont dit tout simplement « Allons sur les pistes de bob, comme ici à La Plagne ». Les meilleurs vont flirter avec les 90 km/h et les chutes sont en général assez rugueuses, le ciment ayant un bel effet décapant. Il fallait s'y attendre, les rollers ont investi les routes de montagne et ça va bien sûr très vite. Mais encore une fois, ce sont des professionnels. Un peu dans le même registre, il y a le skateboard. Marco Antuna est l'un des meilleurs actuellement dans le skate de vitesse. Sur certaines pistes, il peut atteindre les 110 km/h. Et pour s'arrêter, comme il n'y a pas de frein à main, ça se passe avec les moyens du bord en mettant la planche en travers. Les Américains sont décidément de grands enfants. Ils ont décidé de s'allonger sur les skateboards. Cela devient des street luge, c'est-à-dire des luges de rue. Ils organisent des courses plutôt mouvementées, comme ici lors des X Games. Encore
Encore une fois, nous n'avons pas la prétention de vous dresser un catalogue exhaustif des rois de la vitesse, mais il faut admettre que ceux qui s'adonnent au skysurf, c'est-à-dire le surf en chute libre, ce n'est pas mal dans le genre, même si leur but n'est pas la vitesse, mais d'exécuter des figures. Ils tombent avec le caméraman qui les filme à 240 km/h. La vitesse parfois n'est qu'un simple rapport avec l'élément sur lequel on se déplace. 65 km/h sur une route, c'est tranquille. Pieds nus sur l'eau, voire sur les mains, nous sommes proches de la science-fiction. Le garçon qui fait cette séance de gymnastique originale, c'est Patrick Venner. Il est vice-champion du monde de barefoot, c'est-à-dire du ski nautique pieds nus. Nous pourrions appliquer le même genre de remarques pour la planche à voile. En funboard, grâce au vent et à une technologie de pointe, on est capable de dépasser 45 nœuds, plus de 84 km/h sur l'eau, grâce uniquement à la propulsion du vent. Ça reste quelque chose de fabuleux. Aujourd'hui, les ingénieurs travaillent aussi bien sur les voiles que sur les flotteurs pour théoriquement être capables, le jour où toutes les conditions seront réunies, d'atteindre les 85 voire les 90 km/h. Et pour ceux qui seraient un brin fainéant, il reste au rayon des inventions insolites le vélo-fusée qui marche à l'eau oxygénée. Son poids, 12 kg seulement, mais une vitesse de pointe de 220 km/h avec comme seule contrainte pouvoir le lancer avec quelques coups de pédale. Peggy, qu'est-ce que t'inspire toute cette débauche de sport extrême? Beaucoup d'adrénaline et il y a deux reportages qui m'ont plu en particulier. C'était le base jump et les vagues énormes. Énormes, les plus dangereuses. Bon, faut dire que tu connais les vagues énormes, mais ça te donne envie d'essayer de les surfer éventuellement? À mon avis, pour arriver à ce niveau-là, il faut déjà ramer, quoi. Il faut du temps, ouais, on rame pas mal. Et question base jump, quand est-ce qu'on pourra te voir te lancer comme ça dans les airs avec juste un parachute? Je vais déjà voir si mon premier saut en mai en parachute est concluant. Après, la suite... Et je pense qu'il faudra quand même des mois ou des années avant d'atteindre ce niveau-là. C'est clair qu'il faut beaucoup de temps. Ouais. On voit des sportifs très à l'aise, mais n'oubliez pas que ce sont des professionnels. Donc, loin de nous l'idée de faire exactement la même chose. Il faut s'en inspirer, bien sûr, ça fait rêver. Mais soyez évidemment prudents. En tout cas, Peggy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. Tant mieux. Cette émission 100% Adrénaline touche malheureusement à sa fin, mais cette soirée en fait marquée sous le signe du sport et de l'aventure n'est pas finie. Non, non, non. Nous vous proposons dans quelques instants, juste après une courte pause, de voir un documentaire exceptionnel sur une expédition en ski et en snowboard au Cachemire. C'est l'un des pays les plus reculés au monde, mais aussi un des plus beaux et des plus sauvages. Dépaysement garanti. C'est vrai que ça fait rêver. Ouais. Alors, un seul mot d'ordre, restez avec nous. Et puis, si par ailleurs vous voulez en savoir un peu plus sur la traversée de l'Atlantique en solitaire à la rame de Peggy Boucher, sachez qu'elle a écrit un livre qui est au Cherche Midi éditeur. Que voici, ma victoire sur l'Atlantique. En attendant un prochain numéro de 100% Adrénaline, si vous avez d'ores et déjà apprécié ce que vous avez vu ce soir dans cette émission, eh bien je vous invite à nous retrouver tous les dimanches sur M6 à 12h45, 1h moins le quart, dans Sport Événement, dont je salue et remercie au passage le producteur, Eric Bacos, qui nous a fourni les images exceptionnelles de cette soirée spéciale. D'ici là, avec le documentaire Ski extrême au Cachemire, Peggy et moi, nous vous souhaitons une excellente fin de soirée sur M6. Au revoir. Au revoir.
Bonjour, bienvenue parmi nous. Tel que vous me voyez, je suis à Genève avec Antonin Liotagui et Pat Ferris au départ d'un voyage pour le Cachemire. Nous partons dans cette région de l'Inde skier la plus grosse chaîne montagneuse du monde qui est l'Himalaya. Découvrir le pays qui nous est inconnu à tous les trois encore et avec j'espère une plus grande proximité avec la population locale et sa culture. Et aussi rencontrer Sylvain Saudan, pionnier du ski extrême au milieu des années 60 qui par son activité similaire à la nôtre reste un modèle et je dirais peut-être aussi un maître à penser. Pat Ferris, 28 ans, c'est monsieur pas de compétition. Malgré un passé chargé en ski de boss et en ski alpin, c'est un garçon efficace en freeride, avec du style et des sauts sans agressivité. Habitué des voyages, il a skié en Amérique du Sud, dans le Caucase, en Nouvelle-Zélande et en Alaska. Il attaque le Cachemire avec un plaisir évident. Antonin Liotagui, lui, a 32 ans et c'est un monsieur qui n'a débuté le snowboard qu'à 21 ans. Rider spectaculaire et engagé, il s'est illustré en 96 en remportant l'Elite Challenge en Nouvelle-Zélande et en terminant deuxième du fameux King of the Hill en Alaska. Depuis, il se consacre au freeride avec une prédilection pour les sauts acrobatiques de barres rocheuses. Chute libre, parapente, VTT, il carbure pas mal à l'adrénaline. Denis Ray, 33 ans, a passé 14 ans en équipe de France de descente. Il a été également champion du monde junior et ensuite arrêté la Coupe du Monde en 96 pour se consacrer au freeride. Il organise depuis 3 ans le rendez-vous freeride de Prapoutel qui privilégie le partage et la communication à la compétition et qui chaque année prend de plus en plus d'ampleur. C'est aussi le premier skieur européen à avoir remporté les Winter X Games en 98. J'ai commencé à faire du ski à l'âge de 5 ans et je devais les utiliser pour aller à l'école. Et par la suite, je suis devenu moniteur de ski, guide haute montagne. Et une partie de la formation après, je l'ai faite moi-même. C'est-à-dire en voyageant beaucoup, je suis allé en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis où j'enseignais le ski. Et finalement, un jour, j'ai essayé d'effectuer des changements de direction dans n'importe quelle qualité de neige. Et la formation par la suite pour aller sur des pentes très rapides, c'est quelque chose qui est venu d'une façon tout à fait naturelle. Et ceci grâce à l'entraînement que j'ai pratiqué. Avec cet entraînement poussé, il était évident et relativement facile pour moi de me poser la question pourquoi il ne s'agit pas de descendre à ski des pentes qui étaient réservées jusque-là aux alpinistes tels que le couloir Spencer dans les aiguilles de Chamonix qui a été ma première descente en 1967. C'était quelque chose de nouveau, je dirais que c'est la réunion du ski et de l'alpinisme. Et étant quelque chose de nouveau, je ne pouvais demander de renseignements à personne. Et au contraire, mes premières descentes, je n'ai pas pu même, disons, en parler. On m'aurait pris pour un fou. Il faut avoir une certaine chance, mais j'ai toujours dit, il ne faut pas compter sur la chance, mais il ne faut pas avoir de malchance. Il faut avoir les réactions d'un alpiniste, c'est-à-dire connaître la neige, savoir choisir son itinéraire. Et puis autre chose de l'alpiniste, c'est de savoir jusqu'où on peut aller et ne pas trop dépasser les limites, se connaître soi-même, ce qui n'est pas facile, d'une part. Et deuxièmement aussi, connaître les difficultés de l'entreprise. Alors, je crois que le côté alpiniste, là, est prioritaire. Et le côté skieur est le côté plus poussé sur le plan de la technique. Je suis venu au Cachemire pour la première fois en 1974 et je suis revenu en 1976 pour essayer de descendre à ski le plus haut sommet du Cachemire qui s'appelle le Nunkun et qui culmine à 7135 mètres. Malheureusement, en 1976, j'ai échoué. Je suis revenu en 1977, où là, j'ai réussi cette première descente à ski de 7000 mètres. Donc, je peux dire que d'une manière régulière, depuis 1977, je viens au Cachemire. Et maintenant, ça fait 10 ans que j'organise ici le ski héliporté pour une période à peu près de 3 mois par an.
Bienvenue au Cachemire. L'arrivée à Srinagar, la capitale du Cachemire, est un premier choc. La perle de l'Orient s'étend tout autour du lac Dal avec 700 000 habitants. C'est un lieu de vacances privilégié de jeunes mariés qui fuient les chaleurs des autres régions de l'Inde. Voici les premières vallées qui constituent les premières sentinelles de l'Himalaya. Avec des premiers 5000, aux commandes de l'hélico, c'est Kaloum, 58 ans, un vétéran de l'armée indienne, un sikh rompu aux contraintes de l'altitude et de ses caprices. Sylvain Sodin connaît parfaitement ces montagnes sans nom que seule une poignée de fins glisseurs ont eu le privilège de déflorer. Antonin est le premier à s'élancer, il sera vite rejoint par Pat et Denis pour une première journée extraordinaire en ce début mars. Il neige encore souvent la nuit et la poudreuse est encore légère. ressemble un petit peu à la Suisse. Et bon, le relief, il est assez découpé, assez sympa. C'est vrai que ce matin, c'était assez exposé. On avait tellement envie et tellement besoin de dépenser de l'énergie. Mais le terrain est quand même bien approprié. J'ai halluciné sur l'arrivée là. On a survolé des couloirs super rectilignes, hyper chargés. Donc c'est beau au niveau du terrain, c'est super beau. Bon, il y a beaucoup de corniches, donc ça présageait un petit peu de plaques. C'est bon, mais c'est un peu difficile parce que c'est une première matinée. Et en fait, pour le moment, on a fait 3 pistes. Et on a fait partir 2 avalanches. On a déjà perdu une radio. On a failli perdre l'ami Pat Ferris. En fait, il y a eu une secouche assez dure. Et puis il a tombé environ 1,50 m dessus. Ça fait qu'avec le resserrement de la neige, là, tout ça part très facilement. Il n'y a aucune cohésion avec la première couche. Mais enfin, on a fui la France pour ne plus en entendre parler, donc on va pas recommencer là. Non, c'est top, super beaux arbres, des paysages fantastiques.